Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision, le sommaire. Plusieurs réformes ont été engagées par le gouvernement de la rupture dans divers secteurs, notamment celui de l'éducation. Reçu sur l'émission Rupture en 4 de la télévision nationale du lundi 13 avril 2020, Éléonore Yaïla-Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a fait le point de ces réformes ainsi que des résultats obtenus dans son département depuis l'avènement du nouveau départ. Le projet de décret portant création et approbation des statuts de l'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes est l'une des mesures normatives prises par les membres du gouvernement qui se sont réunis ce mercredi 15 avril pour le conclave hebdomadaire. Le point du Conseil dans cette édition. La campagne électorale des communales et municipales 2020 sera exclusivement médiatique. Telle est la décision prise par les présidents des différentes institutions et gouvernements béninois. Une décision prise dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. À Cotonou, les citoyens ne sont pas restés indifférents à cette décision. Bonsoir à toutes et à tous. L'enseignement est un secteur cher au gouvernement de la rupture qui mise sur la qualité des ressources humaines pour insuffler le développement au Bénin. En 4 années de gestion, le pouvoir Talon a mis en œuvre un certain nombre de réformes pour améliorer les produits de l'enseignement supérieur. Au cours de l'émission Bilan des 4 années de gestion sur la télévision nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, a rappelé l'essentiel des dispositions prises pour améliorer la qualité des enseignements dispensés dans les universités du Bénin. Je dois déjà dire que tous les acteurs, comme vous l'avez dit, étaient réunis. Vous avez vu même les personnes ressources, les ministres honoraires, les gens qui ont déjà géré le secteur, les recteurs, les vice-recteurs, ils étaient tous conviés et ils étaient tous là, ils étaient très contents parce que le besoin était là. Le besoin, c'est que pour voir si les attentes ont été comblées, c'est de voir déjà nos objectifs. Nous sommes partis d'un constat. Beaucoup d'interventions et des difficultés, des conflits. Et parfois, les problèmes s'entassaient sans que cela ne soit sous la responsabilité de personne. Donc, le séminaire était organisé, orienté pour que nous apprécions tous les difficultés, les problèmes qui se posent au secteur. Les rectorats savent maintenant ce qu'il leur reste à faire. Les enseignants qui sont arrivés, qui sont les chefs d'établissement, ils savent ce qu'il leur revient de faire. Il y a, vous avez vu, les partenaires sociaux, ils étaient là. Les étudiants ont été représentés parce que cette audience-là n'était pas tout à fait convenable pour les étudiants, mais on a fait une consultation pour avoir évidemment leurs préoccupations qui ont été également exposées. Donc, moi je dirais, les attentes ont été comblées. Ça a créé la soif. Ils ont voulu qu'au lieu d'un jour, que ce soit 3 jours. Et je leur ai dit non, les 2, 3, 4, une semaine qui vous reste, vous irez faire ces débats dans vos universités respectives. Là, par exemple, lorsque je prends la question des heures supplémentaires, la question des heures supplémentaires a été vraiment une question fondamentale, puisque qu'est-ce qu'on appelle heures supplémentaires? C'est quoi les heures qui sont dues? Et le cas surtout des entités à gros effectifs a été le cas le plus central, pour dire, bon, ben, si vous avez, il y a des notes qui ont été prises, et donc les enseignants ont voulu comprendre justement la portée de ces notes. Et on leur a expliqué, évidemment, dans quel contexte on peut le faire. Il reste qu'on ne peut pas parler d'heures supplémentaires si tu n'as pas effectué tes heures dues. Et ça, c'est un élément très important. Lorsque je prends, par exemple, les questions des offres de formation, on a constaté qu'il y a des doublons dans les offres de formation au sein d'une même université. Donc, et il y a déjà des commissions qui s'activaient autour de ça. Les commissions ont rendu disons, leur rapport. Et ce sont ces rapports qui ont été appréciés. Et donc, les enseignants, les acteurs ont également apprécié. Ce n'est pas possible que dans le même environnement, on soit appelé à faire la même chose, on disperse de l'énergie. Voilà, autant des choses, des questions de recrutement des assistants, de reclassement aussi étaient revenus véritablement au centre.
et nous avons mené des débats. Ce qui est intéressant, c'est que chacun ira continuer les réflexions. Au cours de cet entretien télévisé, la ministre Éléonore Ladécan a souligné les dispositions prises par l'État béninois pour assurer des conditions de vie acceptables et favorables aux étudiants de tous les cycles de l'enseignement supérieur, y compris les 13 écoles doctorales. Par exemple, lorsque je prends la question des heures supplémentaires, la question des heures supplémentaires a été vraiment une question fondamentale, puisque qu'est-ce qu'on appelle heures supplémentaires? C'est quoi les heures qui sont dues? Et le cas surtout des entités à gros effectifs a été le cas le plus central pour dire, bon, ben, si vous avez, il y a des notes qui ont été prises et donc les enseignants ont voulu comprendre justement la portée de ces notes et on leur a expliqué évidemment dans quel contexte on peut le faire. Il reste qu'on ne peut pas parler d'heures supplémentaires si tu n'as pas effectué tes heures dues. Et ça, c'est un élément très important. Lorsque je prends, par exemple, les questions des offres de formation, on a constaté qu'il y a des doublons dans les offres de formation au sein d'une même université. Donc, et il y a déjà des commissions qui s'activaient autour de ça. Les commissions ont rendu disons, leur rapport. Et ce sont ces rapports qui ont été appréciés. Et donc, les enseignants, les acteurs ont également apprécié. Ce n'est pas possible que dans le même environnement, on soit appelé à faire la même chose, on disperse de l'énergie. Voilà, autant des choses, des questions de recrutement des assistants, de reclassement aussi étaient revenus véritablement au centre et nous avons mené des débats. Ce qui est intéressant, c'est que chacun ira continuer les réflexions et nous serons là pour faire en sorte que les priorités de gouvernement soient véritablement mises à leur disposition. L'autre réforme délicate, une des premières, bien conclue d'ailleurs, c'est celle de la définition de la carte universitaire, de la nouvelle carte universitaire, je dirais, Madame la Ministre. Était-ce nécessaire? C'était très nécessaire. Comme je l'ai dit à l'entame, on est parti d'un schéma de multiplicité des universités, sans doute pour doter chaque région d'une université. Il se pourrait bien que, évidemment, l'ambition soit noble, très bien, mais a-t-on les moyens? Il y en avait vraiment, et puis on n'avait pas les moyens. Il faut engager, recruter du personnel, il faut des infrastructures. C'est vrai que les régions ont également adhéré à la chose et ont fait des espaces, d'autres des infrastructures, mais il reste que les conditions de travail ne sont pas toujours au rendez-vous, ne sont pas toujours très, disons, reluisantes. Donc, il était nécessaire de faire la politique des moyens et de faire en sorte que finalement, on puisse avoir des universités cohérentes. C'est ce qui a donné naissance à 2 universités pluridisciplinaires, à Bomé-Calavi, Parakou, et 2 nouvelles universités thématiques. Et ça, c'est la réforme-là qui a apporté les universités thématiques. Ça veut dire que ces universités savent qu'il ne faut pas se verser dans de la théorie, dans de la formation, dans tous les sens. Les échanges entre les étudiants et l'administration chargée de la gestion des activités académiques ont été énumérés au cours de cette émission. La ministre Éléonore Ladécan a précisé le nouveau cadre de ces échanges et surtout celui du financement des activités des organisations estudiantines. On est venu de très loin. C'est arrêté, disons, interministériel. C'est avec le ministre de l'économie et des finances qui, justement, a sanctionné tout le processus. Et pendant un certain temps, on a essayé de les réorganiser parce que les associations, il y en avait dans tous les sens et puis je levais et bloquais le truc, ça n'en finissait pas. Donc, cette réforme les a remises vraiment dans les organisations syndicales qui sont véritablement reconnues pour mener des échanges avec les autorités, que ce soit au niveau central qu'au niveau des universités. Donc, après cela, ils sont restés longtemps pour dire, ben, vous nous avez dit, taisez-vous, on veut vous organiser et après vous aurez des appuis. Alors, les appuis sont où? Ils ont mis 1 an. Et finalement, on les a réunis pour dire, bon voilà, l'appui est là, mais c'est bon qu'on leur dise que ce n'est pas comme avant, tel que vous l'avez dit, où on donne des sous pour faire des programmes d'autres sortes, les loisirs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement? Ce qui a changé maintenant, c'est que ça vient avec un programme donné et leur RIBA.
Donc, on ne leur donne plus l'argent comme ça. Ils sont appelés eux-mêmes maintenant à faire des consultations à leur niveau. C'est notre arbitrage qu'on leur apprend à faire. On leur donne également quelques programmes de management, de leadership, un peu de comptabilité, parce qu'ils savent pas, il faut qu'ils sachent un peu ce qu'on appelle RIB, ce qu'on appelle IFU. Vous les mettez à l'école de la gestion de la chose publique. On les met à l'école de la gestion parce que demain, ils sont les hauts cadres de demain. Donc, c'est ce que nous avons eu à leur faire au cours de cette rentrée sociale, où on a d'abord demandé que tous ces responsables-là viennent de toutes les universités. J'ai eu 2 heures d'échange avec eux. Ils ont posé des questions. Vous avez eu le sentiment qu'ils ont... Oui, ils ont fustigé... Parce que sur les questions de financement, c'est vrai. Les responsables d'étudiants sont parfois un peu... Par exemple, mais ils ont fait de très riches contributions, on les a rassurés. Ils ont dit qu'ils s'attendaient, par exemple, à voir des domaines tels que les domaines de l'art, les domaines de l'environnement, de l'éducation, qui soient plus visibles. On leur a dit, c'est toujours ça pour vous. Lorsqu'on donne un domaine, comment vous êtes capable de vous organiser pour répondre à cela? Le bailleur dit, bon, voilà ce que je prends. Alors toi, tu as un objectif, mais utilise le langage du bailleur et puis tu te retrouves dedans. Si tu veux aborder un programme sur l'éducation, eh bien tu l'abordes, mais toujours dans ce sillon qui peut-être à étendre les années dans je pense que cette nouvelle collaboration tend un peu à confiner les étudiants, tend un peu à mettre dans la liberté. Voilà. C'est beaucoup plus souple pour les accompagner et les former, et déjà la gestion de la cité demain. Parce qu'ils sont appelés à grandir, c'est 1 an, et ils font 1 an, c'est 3 ans, hein, mais ils essayent d'alterner ça chaque année. Donc on leur apprend également un peu ce que c'est que le respect des engagements, le respect des tests. Donc je crois qu'ils ont été très très bien, on a eu une merveilleuse séance avec, de toute façon avec ces étudiants, les responsables. J'ai jamais eu de problème avec eux. Il faut savoir déjà comprendre leurs besoins et savoir quand même leur dire les choix stratégiques, leur dire, ah non, ici, vous ne devez pas aller là. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 15 avril 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. On peut retenir, entre autres, le projet de décret portant création et approbation des statuts de l'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Le projet de décret portant création et approbation des statuts de l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics et attribution, l'organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la fonction publique. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Ormla. Projet de décret portant création et approbation des statuts de l'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, ADEJ. Plus d'une décennie après sa création, le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ, peine à atteindre ses objectifs en raison de graves dysfonctionnements et de difficultés structurelles majeures. Un diagnostic récemment effectué pour y remédier fait ressortir la nécessité d'établir une nouvelle orientation ainsi qu'un dispositif opérationnel compatible avec le programme d'action du gouvernement. Pour ce faire, le nouveau modèle stratégique envisagé vise à transformer le fonds en agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, dédiée à la constitution d'une pépinière de petites et moyennes entreprises. Celles-ci contribueront notablement à l'accroissement du PIB de notre pays. Quant au dispositif opérationnel, il consistera en un meilleur accompagnement des jeunes entrepreneurs, notamment par la préparation à l'entrepreneuriat, le renforcement des capacités, la facilitation de l'accès au financement, le suivi des activités. Le Conseil a donc adopté le décret portant création de l'agence et approbation de ses statuts. Projet de décret portant création et approbation des statuts de l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics. L'état des lieux du secteur éducatif affiche des différences de performance entre les établissements du public et ceux du privé,
généralement administrés avec plus de rigueur, crédités par ailleurs de meilleurs taux de redoublement ou de réussite aux différents examens. Plusieurs raisons justifient ces constats, au nombre desquels la situation géographique de ces établissements privés, un meilleur encadrement avec plus d'obligations de résultats. Or, dans le public, en dehors des enseignants, agents de l'État, le recours aux enseignants vacataires et communautaires n'a pas souvent été fait avec la rigueur requise, ce qui explique en partie les contre-performances enregistrées. En effet, cette situation se caractérise, entre autres, par l'absence d'un processus de recrutement formel doublé de celle d'un profil clairement défini pour le métier ou d'une formation adéquate des vacataires communautaires. L'absence de prise en charge sociale de ces catégories d'agents, ce qui induit une certaine précarité. Le manque de suivi réel de ces catégories d'enseignants, aucun texte ne régissant leur emploi. Dans le but de corriger ces nombreux dysfonctionnements et d'accélérer l'amélioration des performances du système éducatif béninois, un nouveau cadre a été conçu s'agissant du mode de recrutement et de gestion des établissements scolaires, primaires et secondaires générales, ainsi que des ressources humaines chargées de les animer. Le dispositif consiste à confier la sélection, la mise à disposition et la gestion d'une partie du personnel enseignant non agent de l'État à des agences de placement. En ce qui concerne les établissements scolaires, certains d'entre eux passeront à titre expérimental sous la responsabilité de gestionnaires privés. Ces établissements et leurs infrastructures demeurent toutefois la propriété de l'État et les frais d'inscription restent identiques à ceux des autres établissements publics. L'objectif poursuivi est de permettre, par ce mécanisme, l'implémentation des bonnes pratiques qui font la réputation des établissements privés bien gérés et d'en favoriser le bénéfice aux apprenants du public sur toute l'étendue du territoire national, sans considération de leur localisation géographique. C'est pour assurer la coordination de ce nouveau dispositif que le Conseil a approuvé la création de l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics ANAPES, placée sous la tutelle de la présidence de la République. Le Conseil a par ailleurs, sous la rubrique des mesures normatives, adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Travail et de la fonction publique. Restons avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Les mesures d'assainissement et de réhabilitation des lacs Aimé, Nokwe, de la lagune de Porto Novo, ainsi que leurs chenaux et l'autorisation de la mission de conception de développement du plan d'affaires et d'assistance à la signature d'un accord de gestion du grand complexe hôtelier All Inclusive de la zone PLM Alejo El Dorado était également au cœur du Conseil des ministres de cette semaine. Pour le compte rendu, je vous invite à suivre à nouveau le ministre Alain Orunla. Mesures d'assainissement et de réhabilitation des lacs Aimé, Nokwe, la lagune de Porto Novo et leurs chenaux. Dans le but de préserver nos plans d'eau et de favoriser le développement des espèces halieutiques, le gouvernement a procédé, courant 2019, à l'enlèvement de tous les engins de pêche prohibés sur les lacs Aimé, Nokwe, les lagunes de Cotonou et de Porto Novo, de même que leurs chenaux. En vue de pérenniser les acquis de cette opération d'assainissement, il urge d'assurer la surveillance permanente des plans d'eau concernés et de sanctionner les éventuels contrevenants. Dans cette perspective, il conviendra de procéder à la libération des habitats anarchiquement installés et au dégagement des tas d'immondices de l'emprise berge et eau du lac Nokwe et du chenal de Cotonou. La réalisation d'une étude de faisabilité sur le dragage du lac Nokwe et de la lagune de Porto Novo. La création, l'équipement et la formation de l'unité spéciale de surveillance des pêches.
la réhabilitation des bases obligatoires de contrôle et des plateformes de transfert sur le lac Aémé dans le cadre de la relance de la filière crevette, la réorganisation des pêcheries sédentaires sur le lac Nokwe et la lagune de Porto-Novo avec la détermination des réserves biologiques, le reboisement des berges, bassins versants et autres espaces libérés. Les ministres ayant en charge cette opération veilleront à la mise en œuvre rigoureuse de ces mesures. Réalisation des études techniques complémentaires en vue des travaux de dragage, réhabilitation prioritaire pilote du carrefour critique de Djondji-Hunklou dans la zone du lac Aémé et ses chenaux. Les opérations d'assainissement de ce plan d'eau préalables à la mise en œuvre du projet ont été réalisées au cours du deuxième semestre 2019 par l'enlèvement systématique des engins de pêche prohibés. Afin d'éviter la recolonisation du lac, il est nécessaire d'engager au plus tôt la phase prioritaire de dragage réhabilitation pilote du carrefour critique de Djondji-Hunklou. Le dit carrefour, qui relie les lagunes côtières de Grand Popo et de Ouida au lac Aémé par le chenal Aro, demeure le seul point de migration entre la mer et les eaux continentales des espèces halieutiques qui font la richesse spécifique de la biodiversité de ce plan d'eau. Cette opération, très attendue par les populations riveraines, requiert que soit élaboré le cahier des charges ainsi que le dossier technique des travaux. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le bureau d'études Antea Group, qui a une expérience avérée dans le domaine pour la conduite des études techniques complémentaires. Autorisation de la mission de conception, de développement du plan d'affaires et d'assistance à la signature d'un accord de gestion du grand complexe hôtelier All Inclusive de la zone du PLM Alejo Eldorado. La dite zone accueille des projets phares et structurants tels que les travaux de protection côtière et de stabilisation du trait de côte, la création d'un lac marin au quartier Donatin à travers la construction d'une digue immergée de 609 mètres de longueur, l'assainissement et la modernisation du quartier Akpakpa Dodoma, l'aménagement de la corniche est de Cotonou. Ces aménagements révèlent la vocation balnéaire et touristique de cette partie de la ville de Cotonou. Aussi, pour la mettre en valeur et capitaliser sur les investissements qu'il a déjà consentis, le gouvernement a-t-il retenu la mise en œuvre du projet de construction d'un grand complexe hôtelier All Inclusive de la zone du PLM Alejo. Dans cette perspective, il est indispensable de réaliser la mission de conception, de développement du plan d'affaires et d'assistance à la signature d'un accord de gestion hôtelière. Pour ce faire, la société britannique Alcyon Hospitality Advisors a été identifiée pour sa grande expérience dans des missions similaires. Son intervention consistera notamment en la réalisation des études de conception, la production d'un plan d'affaires et la signature d'un contrat avec une société de gestion sélectionnée. Le président Patrice Talon a été surpris lundi dernier, tout seul à bord d'une de ses voitures. Il était sans garde de corps, sans chauffeur. Une apparition publique inopinée qui continue de faire polémique. Une actualité à laquelle s'est intéressé le chroniqueur Abdelkader Achirou. Je vous invite à suivre son appréhension à travers son commentaire du jour. Bonjour à tous. Lundi dernier, le président de la République, Patrice Talon, a été aperçu en pleine agglomération à Cotonou au volant de l'une de ses voitures. Fait rarissime, peut-être non. Comme cela se susurre dans l'entourage d'Agbono, le premier des Béninois en avait bien l'habitude. Mais les Béninois n'ont jamais eu l'occasion de le remarquer comme ce fut cette fois-ci. Seulement, le bref mais fort bien retentissant tour de ville de Patrice Talon au volant de l'une de ses Mercedes ce lundi de Pâques n'est pas anodin et pour cause. Le locataire de la Marina a choisi précisément ce moment de forte crise sur fond de Covid-19 où certains
certains, sinon la plupart des dirigeants du monde, ont choisi de se cloîtrer dans leur forteresse par mesure de confinement pour prendre le pouls de sa population. Pour y parvenir, que de bravade a dû surmonter le chef de l'État qui sûrement a mis à mal le dispositif sécuritaire de sa garde rapprochée. Toucher de l'œil les réalités des populations en ces moments de crise sanitaire, fait d'incertitude malgré la batterie de mesures ainsi que des dispositions régulièrement prises et mises à jour par son gouvernement, Patrice Talon, à travers cette sortie, semble bien confirmer ce qui pour certains relève de l'ordre des anecdotes sur les apparitions impromptues du premier des Béninois à certains endroits dans la ville vitrine et même dans le pays. En témoigne au passage le fait qu'il évoque parfois certaines réalités quotidiennes de nos rues et de la vie du commun des Béninois. L'objectif de cette sortie qui a fait un buzz dans les médias est bien clair, vivre dans la réalité une tranche du quotidien de ses compatriotes afin d'appréhender avec les cinq sens la plénitude des humeurs de ses concitoyens. Tout ce que ne peut mieux lui dessiner les nombreuses fiches que ses services lui pondent de bonne et peut-être de mauvaise foi, sait-on jamais. Par ailleurs, Patrice Talon n'a pas opté pour le confinement général dans son pays. Une décision salvatrice accompagnée d'une gestion intelligente et bien mûrie, saluée et louée au-delà du continent noir. À cet effet, il a fait l'audacieux choix de descendre dans la ville, côtoyer les siens pour partager l'instant d'une brève communion, ce qu'il a de cher, son amour pour son peuple. Il s'est donné l'occasion de vérifier si ces consignes sont respectées à divers niveaux. Cependant, sur la forme, et comme pour faire pièce aux appréciations de satisfaction des uns, fusent des commentaires les plus tendancieux, notamment sur la toile. Il lui est reproché de n'avoir pas mis de masque de protection et de s'être passé de la ceinture de sécurité. C'est la marque, s'il en est, de ce que le chef de l'État s'est voulu décontracter dans cette sortie, comme l'illustre également cette simple chemise blanche non enfoncée. Combien de fois s'est-il baladé dans Cotonou entouré de gardes dans un véhicule teinté sans que personne ne le remarque? Vous savez, chers amis internautes, généralement, au cours de petites virées du genre, il est difficile de voir les chefs d'État, même ceux des pays les plus civilisés où le port de la ceinture de sécurité est une obligation. Il est rare de les voir la porter. En témoignent les images suivantes, celles de Vladimir Poutine, de Macky Sall et d'Emmanuel Macron, pour ne citer que cela. Lorsqu'il arriva à Paul Kagame lors d'une visite d'amitié à son homologue du Gabon, de prendre le volant d'une Range Rover avec sous le siège non-chauffeur le président Ali Bongo, aucun des deux n'a mis cette ceinture de sécurité puisqu'il s'agissait d'une détente loin de tout stress lié à la fonction présidentielle. Quant au masque de protection que Patrice Talon n'a pas porté, on lui en aurait fait le procès s'il n'était pas seul à bord de sa voiture ou s'il s'arrêtait pour échanger un mot avec quelqu'un ou encore s'il avait à un seul moment baissé les vitres de sa voiture sans se plier à cette exigence du moment. Si Patrice Talon n'était pas attaché au respect des gestes barrières contre le Covid-19, il ne présiderait pas de Conseil des ministres par visioconférence depuis 3 semaines. Il suffit d'observer le respect strict des mesures anti-Covid par ses ministres, à commencer par celui de la Santé, Benjamin Humpati, pour s'en convaincre. Point n'est donc besoin de chercher des poux sur une calvitie, à moins d'avoir d'autres visées auxquelles il est inutile de s'intéresser dans ce cas précis. Dans le cadre des élections municipales communales du 17 mai prochain, la campagne post-électorale sera uniquement médiatique. Cette décision du gouvernement béninois pour lutter contre la propagation de la Covid-19 est interprétée par certains citoyens de la ville de Cotonou. Le reportage est signé Anaël Dohou et Jeff Tehongay. Le corps électoral a été convoqué pour le 17 mai prochain. Et par rapport à cela, le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour que les élections se tiennent dans les bonnes conditions. Comme vous le savez aussi, nous sommes dans un temps où nul n'est resté sans savoir qu'il y a un coronavirus qui inquiète aussi la population. Même après un conseil de ministres, il a été décidé que les médias seront mis à contribution, la sensibilisation, et surtout la sensibilisation. Pour la sensibilisation, les médias seront mis à contribution, ne serait-ce que pour éviter les regroupements, les attroupements, toujours respecter les mesures qui ont été prises pour éviter les regroupements, ne serait-ce que pour éviter la propagation du virus corona.
supposons dire, il y a des gens qui ont dit que les gens qui ont dit On nous a informé que les campagnes ne seraient pas faites comme avant, que c'est les médias qui vont passer par les médias, les presses, pour faire les campagnes. Mais nous, les citoyens béninois, bon, on a habitué les campagnes comme l'habitude. Bon, on danse et on prend les voitures dans les vents, dans les rues et on partage un peu des trucs là. Donc, je ne sais pas si on va rester à la maison et on va nous donner quelque chose, sinon pour aller sortir, pour aller voter là. Bon, nous ne serons pas fiers. La décision que l'État a prise là, bon, l'État lui a vu que c'est bon pour lui, mais pour la population, moi je vois que ça ne peut pas aller comme ça. Si le gouvernement trouve qu'on doit forcément aller au vote le 17, c'est sûr que le gouvernement a pris des mesures. C'est vrai qu'il y a eu un confinement qui a été décrété. Nous sommes en train d'observer ces mesures. Avant le 13, il y a eu prorogation du délai. Donc, s'il doit forcément avoir vote, c'est dit donc que le gouvernement sait qu'il a déjà pris des mesures pour maîtriser la situation et que les votes se passent dans les bonnes conditions. On apprend également qu'il y aura les systèmes lave-mains qui seront multipliés, faire en sorte que les gens se nettoient proprement avant d'aller dans les urnes. C'est aussi une bonne chose. Mais si nous demandons au gouvernement de prolonger, ça serait jusqu'à quand? Encore que ces élections, c'est un rendez-vous très important que nous attendons tous. Si c'est prolongé aujourd'hui, encore nous serons encore les mêmes à dire, on savait que le gouvernement ne veut pas faire les élections. C'est encore compliqué. Donc, moi, j'ai foi que le gouvernement a certainement déjà pris les mesures. C'est vrai, il n'y a pas, depuis que le confinement est décrété et autres, depuis que nous savons qu'il y a coronavirus, il y a des cas qui ont été enregistrés. Mais quand nous regardons ces cas dans la sous-région et à l'Occident, on voit que c'est quand même moindre. Mais ce qui est important, c'est vraiment tenir pour que les élections se passent dans les bonnes conditions. Pour boucler cette édition, voici une compilation de l'actualité hors de nos frontières, c'est Anifat Boukari. À partir du 1er mai 2020, tous les intérêts sur la dette qui auraient dû être versés par les 77 États en voie de développement aidés par la Banque mondiale resteront dans leur caisse. Et cela pendant 6 mois, mais 6 mois reconduisibles. Une mesure prise pour que chaque État puisse faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus. D'après Bruno Le Maire, le ministre des Finances français, 14 milliards de dollars seront épargnés temporairement et laissés à la disposition des 77 États en voie de développement après la décision prise par ministres et banquiers centraux du groupe G20 ce mercredi 15 avril. Cette somme représente les intérêts sur la dette de ces pays qui n'auront pas à les verser sur une période de 6 mois. Au Cameroun, les portes des prisons vont s'ouvrir pour quelques heureux détenus, a décrété le président Paul Biya. Une mesure qui intervient dans un contexte marqué ces derniers jours par des appels de certaines organisations de la société civile et des partis politiques à libérer des prisonniers exposés au risque de contamination au Covid-19. Le flou demeure quant au nombre de personnes à libérer. Le décret de Paul Biya, lu à la radio nationale, n'indique pas le nombre de personnes à libérer. Il énumère tout simplement les conditions d'éligibilité à ces commutations et remises de peine. Il énumère tout simplement les conditions d'éligibilité à ces commutations et remises de peine, dont principalement les prisonniers pour qui
des condamnations définitives ont été prononcées. C'est la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Sénégal. L'état d'urgence a été décrété dans le pays. Les rassemblements sont interdits et un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h du matin. Comment protéger les enfants des rues particulièrement vulnérables et livrés à eux-mêmes? Rien qu'à Dakar, on estime à 40 000 le nombre d'enfants talibés, souvent contraints à mendier et ceux en rupture familiale. Il serait 100 000 au total dans le pays selon les derniers chiffres officiels disponibles. Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, ils sont nombreux à frapper à la porte du centre de Samon Social dans la commune de Ouakam à Dakar. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.